Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui, dossier 2, donc deuxième capsule dans le cadre de ce cours, on parle des ondes. D'abord, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est une perturbation dans un milieu. Donc, par exemple, ici, on a une onde qui circule à l'intérieur de notre système. Évidemment, les ondes ne sont pas tous pareilles. Mais ce qui va les distinguer, c'est leurs amplitudes, leur longueur d'onde, leur fréquence et leur vitesse. Donc l'amplitude, c'est quoi? C'est le déplacement maximal, dis-je, d'un point par rapport au repos. Donc c'est ce qu'on voit ici au niveau de l'amplitude. Quand on parle de la longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes. Donc ce que vous trouvez ici. Quand on parle de la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Et quand on parle de la vitesse, c'est la distance parcourue par l'onde en une seconde. Il y a principalement deux types d'ondes, donc les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Lorsqu'on parle des ondes mécaniques, ce sont des ondes qui ont besoin d'un milieu, donc qui ont besoin de matière pour pouvoir voyager, mais grosso modo, ça reste un déplacement d'énergie, donc un déplacement d'une perturbation dans un milieu. On pourrait parler par exemple des vagues, des ondes sismiques. Donc les ondes sismiques, c'est quoi? C'est les ondes qui sont en lien avec des tremblements de terre. Ou on peut parler aussi du son, qui est également une onde mécanique. Évidemment, quand on parle de l'amplitude de notre onde mécanique, on va parler grosso modo du volume en ce qui concerne le son. Donc, plus le volume est élevé, plus le nombre de décibels est élevé, plus l'amplitude va être grande. Quand on parle de fréquence, en fait, on parle du nombre d'oscillations par seconde. Donc, on parle grosso modo de la hauteur de la note, si notre note est aiguë ou si elle est grave. En fait, ce que vous remarquez ici au niveau de notre schéma, c'est qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que mes cordes vocales, ou peu importe ce qui va faire du son, va créer une fluctuation de la pression à l'intérieur de l'air qui va se propager sous forme d'onde. Et c'est ce qui va nous donner la hauteur de la note. Donc, si on a ici un métronome, donc dans le fond, c'est un appareil qui sert à faire les ponctuations à l'intérieur de la musique. Donc, lui va créer une onde sonore et notre onde sonore va rentrer à l'intérieur de notre oreille. La partie de notre oreille qui est particulièrement concernée ici, c'est le tympan. C'est une petite membrane qui va être très sensible aux variations de pression. Et donc, la vibration, dis-je, de cette membrane va être perçue comme un influx nerveux qui va être perçu comme un son au niveau de notre cerveau. Maintenant, parlons de la deuxième catégorie d'ondes, qui sont les ondes électromagnétiques. Donc, on pense évidemment à la lumière quand on pense aux ondes électromagnétiques, mais il y en a d'autres types, comme par exemple les ondes radio ou les micro-ondes. Ce sont des ondes qui vont être capables de voyager dans le vide, contrairement aux ondes mécaniques. Et là, je vous entends tout de suite dire, ça veut dire que les films qui se passent dans l'espace, pour la plupart, ne fonctionnent pas. Pour la simple et bonne raison que si la lumière peut voyager dans l'espace, dans le cas d'un vaisseau spatial qui explose, par exemple, donc la lumière va voyager dans l'espace, mais pas le son. Le son est une onde mécanique. Donc, on ne devrait pas entendre le bruit, on devrait juste voir l'explosion dans le cas d'une explosion qui se ferait dans un milieu où il n'y a pas de matière, comme par exemple dans le vide de l'espace. L'ensemble des ondes électromagnétiques va être contenu dans ce qu'on appelle le spectre électromagnétique et on va distinguer les différents types d'ondes du spectre par leur fréquence. Donc évidemment, je ne pense pas avoir à vous présenter ce qu'est la lumière visible. C'est la lumière. La seule chose que je vais vous en dire, c'est que la lumière qu'on reçoit du soleil, en fait, est de la lumière blanche. Mais comprenez bien que la lumière blanche, c'est simplement le mélange de toutes les couleurs. Donc, quand on va décomposer cette lumière blanche, par exemple quand il pleut, et que la lumière passe à travers les gouttelettes de pluie, mais à ce moment-là, je vais former un arc-en-ciel parce que dans le fond, c'est les couleurs qui vont simplement se séparer de la lumière blanche.
Si on parle des ondes radio et des micro-ondes, donc des ondes à très basse fréquence, à ce moment-là, on va parler des faux micro-ondes, des radars, des radios, des tests à résonance magnétique. On peut parler aussi des ondes utilisées par les téléphones cellulaires et les télévisions qui sont vraiment dans ce type de fréquence. Évidemment, des télévisions, je parle des ondes de télévision, donc des télévisions satellites par exemple. Quand on parle des rayons infrarouges, à ce moment-là, on parle de quoi? Eh bien, on parle de plusieurs appareils comme les télécommandes, les lecteurs optiques, les satellites et les souris et claviers sans fil. Mais on peut aussi parler des lunettes à vision nocturne où on utilise la chaleur pour pouvoir percevoir certains objets. Et on peut aussi parler de la thermographie. Je vous donne un exemple. S'il advenait que j'ai une infiltration d'air à l'intérieur d'une maison parce que j'ai une fissure en quelque part, eh bien, on est capable facilement de le voir. Donc, c'est vraiment, vous remarquez que les rayons infrarouges sont vraiment liés à la chaleur et les compagnies qui travaillent dans les isolations de maison, eh bien, ils connaissent très bien leurs rayons infrarouges parce que c'est très important pour eux. C'est ce qui va leur permettre de mesurer l'efficacité de leur système d'isolation des maisons. Au niveau des rayons UV, vous pensez évidemment au bronzage, donc les salons de bronzage, mais on peut aussi parler de lampes à rayons UV qu'on va utiliser, entre autres, par rapport à certains enfants nés prématurément. On peut aussi parler de stérilisateurs d'instruments médicaux. Au niveau des rayons X, ben, je pense que j'ai pas besoin de vous les présenter. Ce sont des rayons qui vont être utilisés pour faire, entre autres, de la radiographie, mais aussi qui peuvent être utilisés pour l'inspection de bagages à l'intérieur des aéroports pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes à l'intérieur des bagages. Et finalement, les rayons gamma, donc des rayons à très très haute fréquence, vont être utilisés principalement en radiothérapie. Parce que ce sont des rayons qui sont très pénétrants et qui vont être relativement destructeurs. Donc, on peut les utiliser en radiothérapie pour, par exemple, détruire des cellules cancéreuses, pour détruire une tumeur cancéreuse. On les utilise aussi dans la conservation des aliments. En fait, on va irradier certains aliments pour détruire toute forme de vie à l'intérieur et donc pour éloigner leur date de péremption, autrement dit, s'assurer qu'ils mûrissent beaucoup moins vite, et aussi, dans certains cas, pour éliminer certains agents pathogènes qui pourraient, dis-je, se retrouver dans les aliments. Évidemment, ces ondes-là vont réagir avec le milieu. Donc, quand vous voyez un miroir, par exemple, on parle d'une réflexion de la lumière. Donc, cette réflexion-là, c'est comme si on avait un frère jumeau de l'autre côté d'une fenêtre. Et à ce moment-là, notre frère jumeau va être situé exactement à la même distance du miroir que nous. Par contre, il va être de l'autre côté du miroir. Maintenant, comment fonctionne un rayon donc comment voyage en fait un rayon lorsqu'on va l'envoyer contre un miroir? En fait, on va avoir deux rayons qui vont nous intéresser. Vous comprenez que c'est le même rayon. Un est le prolongement de l'autre. Mais on va parler du rayon incident lorsqu'on parle du rayon qui se dirige vers le miroir et du rayon réfléchi quand on parle de celui qui va avoir été réfléchi, donc qui va revenir du miroir. Si on considère le plan formé par ces deux rayons, on va appeler normal la droite qui est perpendiculaire au miroir entre les deux rayons. Ce qu'on remarque, c'est que l'angle d'incidence, donc l'angle du rayon incident, est toujours égal à l'angle de réflexion, qui est l'angle du rayon réfléchi, fait avec la normale, pas avec la surface du miroir. Donc ces deux angles-là, comme je vous dis, sont toujours égaux. Donc, prenons l'exemple d'un lion qui regarde un zèbre. Donc, évidemment, le rayon part du zèbre, hein, il ne part pas du lion, puisque la lumière est réfléchie sur le zèbre. Et le lion, comme je vous disais tantôt, va voir l'objet situé exactement à la même distance du miroir, mais de l'autre côté du miroir. Maintenant, quand on considère ce type de rayon-là, eh bien, ça veut dire que mon zèbre, pour être capable de voir, il peut voir à une certaine limite qui est définie carrément par la grandeur de mon miroir. Et si je vais observer
ce que voit l'image du zèbre, en fait, ça va me donner le champ de vision du zèbre à travers mon miroir. Donc, ça va nous permettre de savoir exactement qu'est-ce qu'il va être capable de voir à travers le miroir. Il y a un deuxième type d'activité qui peut se passer. Donc là, je vous ai parlé de réflexion. Parlons maintenant de réfraction. En fait, la réfraction, c'est l'effet que va avoir une lentille sur la lumière. Donc, je peux avoir des lentilles dites convergentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que les rayons vont converger après avoir passé à travers notre lentille. Donc, ils vont se regrouper tout en un point. Et ce point porte un nom, c'est ce qu'on appelle le foyer de ma lentille. Eh bien, si j'ai des lentilles convergentes, j'ai aussi des lentilles divergentes où les rayons vont s'éloigner les uns des autres. Et à ce moment-là, pour retrouver l'emplacement du foyer, je vais simplement faire le prolongement de ces rayons-là. Et c'est ce qui va me donner l'endroit où le foyer va être situé. Vous remarquez que le foyer existe quand même, seulement il est situé de l'autre côté de la lentille. Et maintenant, vous allez remarquer que je vais devancer une partie de la matière. En fait, pour bien comprendre comment fonctionnent les différentes lentilles au niveau de la correction des anomalies de l'œil, il faut comprendre comment fonctionne l'œil, qui est une matière du chapitre 4. Donc, je vais devancer un petit peu cette partie. Je vais vous en reparler de toute façon au chapitre 4, mais là, je vais la devancer pour que vous compreniez bien comment fonctionnent les différentes anomalies. Donc, à l'intérieur de notre œil, il y a des parties importantes pour notre vision et la première, c'est évidemment la rétine. La rétine, c'est l'écran. En fait, c'est l'endroit où va se former l'image et l'idée, c'est que si l'image ne se forme pas sur notre rétine, eh bien, c'est comme si j'envoyais une image se former devant un écran de télévision. Donc, l'image va être complètement floue. La deuxième partie, c'est l'iris. Ça aussi, je vais vous en parler plus en détail à l'intérieur du dernier chapitre. Mais en fait, l'iris, c'est ce qui comporte la couleur de votre œil. Et son rôle, ce n'est pas seulement d'être joli et d'avoir des jolies couleurs, mais en fait, son rôle principal, c'est de contrôler la quantité de lumière qui va rentrer dans notre œil. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir une vision de nuit où on va avoir un iris beaucoup plus retiré et donc une très grosse pupille et d'avoir une vision de jour où on va avoir un iris beaucoup plus développé, donc qui va prendre plus d'espace et de cette façon-là qui va former une pupille plus petite. La pupille, je la nomme même pas parce qu'en fait, ce n'est pas une section de l'œil, c'est un trou. La pupille, c'est carrément le trou par lequel la lumière passe. On a deux lentilles qui vont former notre image. La première est la cornée, c'est une lentille qui est fixe, donc c'est une lentille qui ne s'adaptera pas à la situation, mais on a une deuxième lentille qui est le cristallin qui, elle, va s'adapter à la distance de l'objet. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir une vision de proche et une vision de loin. Donc, comme je le disais, le cristallin, son rôle, c'est de s'adapter à la distance de l'objet. Donc, lorsqu'il est peu bombé, le foyer est placé de façon à ce que l'œil puisse percevoir des objets qui sont placés loin de nous. Lorsque notre cristallin va être plus bombé, à ce moment-là, je vais avoir un foyer qui va être placé de façon à ce qu'on voit les objets qui sont près de nous. Évidemment, ces objets-là, généralement, le cristallin est supposé faire sa job. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas tout le temps. Il y a des fois où est-ce que ça va être un peu moins clair comme image parce que l'image va se former en avant ou en arrière de la rétine. Donc, lorsqu'on a un objet de loin ou on a une image qui se forme devant la rétine, c'est ce qu'on appelle un œil qui est myope. C'est la myopie. Donc, pour être capable de faire face à cette perturbation-là, cette anomalie-là de l'œil, et donc avoir une vision claire d'un objet qui serait loin de nous, on va utiliser une lentille qui va être divergente. La lentille divergente va déplacer l'image sur la rétine, et comment elle va faire ça? En fait, c'est qu'elle va faire diverger les rayons de la lumière. Donc, en faisant diverger, mes rayons vont s'éloigner, donc ils vont focaliser un peu plus loin, et en focalisant un peu plus loin, ils vont focaliser sur la rétine. Problème un peu moins fréquent, mais tout de même existant, c'est l'hypermétropie. En fait, c'est exactement le contraire. Donc, je vais avoir un objet une image qui va se former derrière la rétine, et donc ça va nous occasionner un problème pour la vision de proche.
pour être capable de régler ce problème, on utilise une lentille qu'on dit convergente. Donc, à ce moment-là, ma lentille convergente va déplacer mon image sur ma rétine en faisant converger les rayons. Donc, en rapprochant les rayons les uns des autres pour être en mesure d'avoir une image claire. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en ondes. Donc, à vous de surpasser le maître.